Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Aujourd'hui on va voir comment débuter dans Photoshop à partir d'une photo qui a été traitée dans Lightroom. Cette vidéo sera donc la première d'une série consacrée à Photoshop comme vous l'avez compris. C'est parti! Donc le but de cette vidéo ça va être de voir comment on peut commencer à travailler sur une photo. Je ne vais pas encore rentrer dans les grandes fonctionnalités qu'on va pouvoir faire au niveau des retouches etc. Je veux juste mettre en place quelques bases qui vont me servir dans les prochaines vidéos. La première va être la manière de travailler depuis Lightroom vers Photoshop et quand on revient dedans. Donc simplement quand on veut prendre une photo et passer dans Photoshop, le plus simple c'est de faire un clic droit sur la photo, soit quand vous êtes en vue plein écran, soit quand vous êtes en vue bibliothèque, vous faites un clic droit, vous allez dans modifier dans et vous cliquez à ce moment-là sur Photoshop. L'autre possibilité c'est d'aller par le menu principal, d'aller dans photo, modifier dans et à modifier dans Photoshop. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a même un raccourci clavier, CTRL E ou commande E si vous êtes en Mac qui permet de le faire. Donc je vais reprendre la vue que j'étais, je vais donc faire un clic droit, modifier dans Photoshop. Jusque là rien de particulier. Mais vous allez voir que ici, je vais avoir un message qui s'affiche. En fait, si vous avez ça, ça veut simplement dire que Lightroom et Photoshop ne sont pas configurés pour employer le même espace colorimétrique par défaut. Et donc, dans ce cas-là, Photoshop vous demande quoi faire. Alors, soit vous voulez respecter le profil intégré à la photo, ce que je vous conseille de faire généralement, parce que sinon, Photoshop va faire une conversion des couleurs et vous allez avoir des différences dans les tonalités. Soit vous résolvez le problème avant ça. Et donc pour résoudre ce problème-là, il faut simplement configurer Lightroom et Photoshop pour employer le même espace colorimétrique. C'est ce qu'on va faire. Donc ici je fais annuler, je vais revenir dans Lightroom et je vais dans Lightroom aller dans édition, préférences et dans édition externe. Et là vous voyez que la première partie c'est modifier dans Adobe Photoshop CC 2018 et le format de fichier. Alors le format de fichier peu importe, vous choisissez ce que vous préférez. Moi j'ai une préférence pour le PSD, j'ai remarqué que comme je conserve aussi les calques dans mes TIFF, dans mes exportations, les PSD ont tendance à être un petit peu moins lourds en taille de fichier, mais sinon d'un point de vue qualité d'image ça revient au même. Ce qui est important par contre c'est l'espace colorimétrique, et vous voyez qu'ici j'ai Adobe RVB qui est indiqué. Alors maintenant je vais aller voir ce qui se passe dans Photoshop. Donc, dans Photoshop, je vais dans édition, couleur, et là j'ai le panneau équivalent. Et vous voyez qu'ici j'ai espace de travail, ProPhoto RGB. Alors l'espace ProPhoto c'est un espace colorimétrique encore plus large que l'Adobe RVB, donc avec beaucoup plus de finesse dans les détails de couleurs. Et la question que Photoshop m'a posée à l'ouverture de la photo vient justement de ça, c'est-à-dire que Lightroom exporte le fichier avec un format Adobe RVB, or lui il s'attend à avoir du ProPhoto RVB, et donc il demande quoi faire avec. Si je veux éviter ça, ce que je veux faire c'est simplement aller dire à Lightroom d'exporter la photo au ProPhoto RVB. Donc je sais ici maintenant que Photoshop s'attend à recevoir du ProPhoto RVB, donc je vais configurer Lightroom pour qu'il en envoie. Je vais retourner dans Lightroom, je suis donc ici toujours dans l'édition des fichiers externes. Le format de fichier je le laisse tel quel, et ici je vais passer en ProPhoto RVB. Je laisse le 16 bits de par composant, ce qui permet d'avoir une plus grande nuance dans les couleurs, et la résolution de 240 pixels par pouce convient très bien. Donc ici, j'ai maintenant défini ProPhoto RVB, je fais OK, et je repars dans Photoshop. Je fais donc un clic droit, modifier dans Photoshop. Et donc vous voyez là que la photo s'est ouverte sans problème, sans question, puisque forcément Photoshop et Lightroom emploient le même espace colorimétrique, donc il n'est pas nécessaire d'essayer de faire une conversion, une traduction, etc. des couleurs. Alors maintenant que nous sommes dans Photoshop, on va voir comment l'utiliser. Ne faites peut-être pas trop attention à la manière dont mon interface est organisée. C'est moi qui ai déplacé par exemple la barre d'outils qui normalement est à gauche. J'ai simplement été la glisser à droite, simplement parce que je trouve ça plus pratique d'avoir les outils et toutes les informations de l'autre côté et la photo de l'autre. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant par contre, si vous n'avez pas tout à fait les mêmes genres de panneaux ici, alors là c'est une question d'utilisation. Pour commencer, si vous voulez retoucher des photos, je vous conseille d'utiliser l'espace de travail que Photoshop vous propose appliqué à la photo. Pour ça, vous allez dans Fenêtre, Espace de travail et vous cliquez sur Photographie. Donc, si je prends la version de base, ça c'est l'interface standard. Si maintenant je vais dans Fenêtre, Espace de travail, Photographie, vous voyez qu'à ce moment-là, j'ai d'autres panneaux qui apparaissent et donc des panneaux qui sont plus sujets à être utilisés en photographie. Au niveau de Photoshop, donc j'ai toutes mes barres d'outils qui sont à droite. Ici, en fonction des informations qui sont là, je vous montrerai au fur et à mesure comment les afficher. Mais vous voyez par exemple, j'ai l'histogramme de ma photo. J'ai un élément de navigation qui permet de retrouver dans la photo. Les actions, ce sont des espèces de presets que l'on peut créer dedans.
J'ai un autre panneau de propriété, de réglage, etc. dont je parlerai à un autre moment. Mais l'élément dont je veux vraiment vous parler ici, c'est la partie où vous avez les calques. Si jamais vous n'avez pas ce panneau d'affiché, vous pouvez aller dans Fenêtre et cliquer sur Calque. Dans ce cas-là, vous aurez ce panneau qui est affiché. Autant dire que si vous ne travaillez pas avec des calques dans Photoshop, vous perdez grosso modo 90% des fonctionnalités. Alors, dans Photoshop, si vous voulez travailler, il y a grosso modo deux manières de faire. La première, c'est de manière destructive. Ça veut dire que vous allez directement altérer le fichier tel qu'il est. Donc, par exemple, ici, si je prends le pinceau ici, que je prends une couleur rouge et que je peins sur la photo, en fait, vous voyez que ici, sur la petite vignette, j'ai directement modifié le fichier de base. Et donc, si maintenant je voulais revenir en arrière et modifier une partie de ce que j'ai dessiné là, si par exemple je voulais prendre la gomme pour effacer, à ce moment-là, j'efface toute la photo, j'efface carrément la totalité de l'image. Ce qui, bien entendu, n'est pas intéressant. Alors, pour revenir en arrière dans Photoshop, vous pouvez faire CTRL-ALT-Z. Donc, si vous allez dans le menu édition, aller vers l'avant ou aller vers l'arrière. Le CTRL-Z vous permet, comme dans toute application, de revenir une étape en arrière. Par contre, si vous voulez revenir en arrière dans l'historique de vos photos, dans l'historique de vos modifications, vous devez faire CTRL, ALT et Z ou commande, Option et Z si vous êtes en Mac. Alors, donc pour la manière destructive, en fait, c'est pas compliqué, ça veut dire que je vais simplement faire toutes mes modifications directement sous le fichier. L'autre manière plus intelligente de travailler, et surtout beaucoup plus pratique parce que ça va vous permettre de revenir sur vos retouches, c'est d'employer les calques. Les calques, ils vont voir ça comme étant comme des feuilles de calque que vous allez chaque fois superposer sur votre photo et vous allez pouvoir apporter des modifications sur chacun des calques. Les calques, vous allez les voir affichés ici. Ils vont s'afficher sous forme de pile, sachant que ce qui est en dessous est affiché en premier et ce qui est au-dessus est affiché au-dessus, vraiment comme si vous alliez superposer des feuilles les unes sur les autres. Par exemple, si ici maintenant je crée un calque vide, donc vous avez ici en dessous, créer un calque. Dans ce cas-là, quand vous voyez le calque ici qui est affiché dans la vignette avec des petits carrés blanc-gris, ça veut dire simplement que le calque est transparent, qu'il n'y a aucune information dedans. Ces calques, vous pouvez les masquer, les afficher. Donc admettons maintenant que je veuille simplement faire une modification sur la photo, donc je vais faire un truc grossier, c'est vraiment pas le but de le faire ici. Je vais dessiner une tache rouge sur la photo. Vous voyez que si je l'avais peint directement sur la photo, ce sera le même résultat. La différence, c'est qu'ici, avec le calque, je peux décider de le désactiver, de le réactiver. Je peux décider de supprimer mon calque. Et donc, je reviens à ma version initiale. Ici, je viens de faire CTRL-ALT-Z pour revenir en arrière. Mais je peux éventuellement comme ça travailler avec plusieurs calques. Donc par exemple, je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre par exemple la couleur bleue. Et je vais dessiner un élément qui vient se mettre au-dessus. Donc vous voyez, qui vient empiéter sur le rouge. Alors les calques que vous créez, ils vont toujours se mettre au-dessus de l'endroit où vous avez sélectionné. Donc par exemple, si je sélectionne le fond et que je fais un nouveau calque, il vient se créer au-dessus de l'arrière-plan. Si jamais vous voulez supprimer un calque, vous cliquez sur le calque, vous le déplacez vers la poubelle. Ensuite, vous allez voir que l'ordre des calques est important. Donc ici, en fait, il s'affiche le fond, suivi de la zone rouge, suivi de la zone bleue. Si maintenant je veux inverser la zone bleue et rouge, je n'ai qu'à simplement glisser le bleu en dessous du rouge, ou je peux faire l'inverse, je peux aussi glisser le rouge au-dessus du bleu. Et vous voyez que du coup, ça va permettre de jouer sur la manière dont les calques vont interopérer entre eux, puisque je vais pouvoir définir l'ordre dans lequel ils s'affichent. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails des calques pour l'instant, j'aurai l'occasion d'en parler beaucoup plus dans d'autres épisodes, beaucoup plus détaillés, mais on peut déjà faire d'autres éléments intéressants. Par exemple, on peut se dire que ces calques-là représentent une retouche particulière, c'est par exemple juste un exemple, et donc je voudrais pouvoir faire des actions groupées sur les deux calques. Donc ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est organiser mes calques en groupe. Pour organiser mes calques en groupe, je vais sélectionner mes deux calques, donc je clique sur un, je fais CTRL et je clique sur le 2, ou commande si vous êtes en Mac, et ensuite je clique sur le petit dossier qui est là, où vous avez aussi le raccourci clavier qui est CTRL-G ou commande-G, et à ce moment-là, en fait Photoshop place mes calques dans un groupe. Le fait de placer des calques dans un groupe va permettre de faire des opérations sur la totalité des groupes en même temps. Par exemple, si je le désactive, à ce moment-là, les deux groupes disparaissent. Donc en fait, j'ai simplement groupé mes calques et les actions que je fais sur le groupe sont impactées directement sur les deux calques en dessous, mais je peux toujours travailler de manière individuelle sur mes calques.
Alors les dossiers sont simplement là donc pour organiser vos calques et pouvoir les grouper de manière à pouvoir dire voilà, j'ai une série de calques qui sont pour la retouche des défauts, j'ai une série de calques qui sont pour la retouche des couleurs, je mets ça sous forme de dossier et du coup ça me permet de plus facilement m'y retrouver dans mon travail. Un autre élément intéressant au niveau des calques, c'est que vous allez pouvoir travailler sur notamment leur opacité. Donc par exemple, je crée un nouveau calque, je vais peindre une belle ligne bleue, et vous allez voir que ici, en jouant sur le paramètre d'opacité du calque, je vais pouvoir en fait diminuer la présence de l'effet du calque. C'est-à-dire que si l'opacité est à 100%, le calque est affiché tel quel. Si je le mets à 0%, le calque est totalement transparent. Si je le mets à 20, 30, 40%, vous voyez qu'il y a une espèce de fusion qui se crée entre les deux calques. Cet élément-là sera très intéressant par exemple pour doser certains effets. Et donc par exemple si vous appliquez un contraste, si vous appliquez une saturation de couleur ou une tonalité de couleur quelque part et que vous trouvez l'effet trop fort, vous pouvez à ce moment-là jouer sur l'opacité du calque pour altérer son effet. Alors, autre chose qui est intéressant de comprendre, c'est que les calques, ce sont des couches, mais ces couches, il peut y en avoir de plusieurs types. Donc ce sont des couches qui se superposent, elles s'appliquent dans l'ordre dans lequel elles sont mises dans l'organisateur de calque ici, mais vous pouvez avoir des calques de type dessin, donc quand je crée un calque ici, c'est un calque dans lequel je peux aller dessiner, mais vous avez également des calques de réglage. Ces calques de réglage sont les équivalents des réglages que l'on fait de manière standard sur une photo. Donc par exemple ici, si je vais dans Images, Réglages, et que je vais par exemple faire noir et blanc, vous voyez qu'à ce moment-là, j'ai mes réglages noir et blanc qui s'affichent, je fais OK, mais dans ce cas-ci, j'ai mon calque qui est modifié. Ça veut dire que je ne sais plus revenir en arrière, je ne sais pas travailler de manière sélective avec par exemple. L'autre manière de faire, c'est de dire que plutôt que d'aller modifier directement le calque d'arrière-plan qui est ici, donc la photo d'origine, je vais lui appliquer un calque de réglage qui va donc permettre de faire le même effet, mais de manière non destructive. C'est-à-dire que sur lesquels je peux modifier l'effet, sur lesquels je peux toujours revenir en arrière. Donc pour faire ça, en dessous vous avez ici l'espèce d'icône qui représente le contraste, qui sont en fait la liste des calques de réglage que vous pouvez appliquer. Et donc si par exemple je veux transformer ma photo en noir et blanc, je vais lui dire de prendre le noir et blanc, et vous voyez qu'à ce moment-là, j'ai ici un nouveau calque de réglage, dont les paramètres normalement devraient s'afficher juste au-dessus de la partie calque. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller dans Fenêtre et à ce moment-là aller sur Propriétés. Et donc à ce moment-là, vous aurez cette partie-là qui s'affiche, donc les propriétés du calque de réglage actif. Et je peux à ce moment-là corriger comme dans l'autre, je peux modifier les réglages du traitement noir et blanc dedans. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que d'une part, je peux décider de le supprimer et de ne plus l'utiliser, mais d'autre part, à tout moment, je peux revenir sur le traitement de ma photo et aller altérer les réglages. Tandis que si je l'avais fait avec l'autre méthode, de manière destructive, une fois que c'est appliqué, je ne sais plus revenir en arrière. Ici, à tout moment, je peux, grâce à mon calque, appliquer un autre réglage, et même si, par exemple, je rajoute un nouveau calque de réglage qui serait, par exemple, on va dire le contraste et la luminosité, si je pousse le contraste ici, vous voyez que bon, ok, mon noir et blanc ça, puis je me dis que finalement le réglage noir et blanc n'est pas tout à fait comme je voulais, je peux revenir à tout moment, aller changer les valeurs ici, et donc je peux à tout moment modifier le traitement de ma photo, tandis que si je l'avais fait de manière destructive, à ce moment-là, j'applique le traitement noir et blanc, si je me suis trompé, je dois tout recommencer. Alors, dans ces calques de réglage, il y a bien entendu tous les outils qu'on peut espérer trouver. Vous avez la luminosité, le contraste, les niveaux, les courbes, etc. J'en parlerai de ces différents éléments à chaque fois que je vous présenterai une vidéo. Il y aura toujours un élément à présenter dans la série. Mais grosso modo, si vous faites des réglages dans Lightroom, que ce soit des courbes de tonalité, des niveaux, etc., vous allez retrouver l'équivalent ici. Donc il n'y a pas grand chose de nouveau, c'est juste la manière de travailler qui est différente, puisqu'ici on ne travaille plus sur un fichier RAW, on travaille sur un fichier bitmap, qui sont donc des pixels. Alors, histoire d'avoir fait un tout petit peu le tour de la base des calques, ce qui est intéressant aussi, c'est que les calques peuvent avoir ce qu'on appelle un masque de fusion. Un masque de fusion est un élément qui va définir où s'applique le calque.
Par exemple, dès que vous créez un calque de réglage, automatiquement Photoshop lui associe un masque de fusion. Donc pour l'exemple, je vais prendre en fait le réglage teinte et saturation, qui est en fait assez similaire à l'outil TSL de Lightroom, et pour bien vous montrer, je vais carrément basculer les couleurs dans quelque chose de totalement moche, mais vous voyez que si je fais un avant-après, il y a clairement une différence. Alors automatiquement, j'ai un masque de fusion qui est appliqué à ce calque, et le masque de fusion détermine où s'applique l'effet. Comme vous le voyez ici dans la vignette, tout le masque de fusion par défaut est blanc. Le concept du masque de fusion, c'est là où c'est blanc, l'effet est appliqué, là où c'est noir, l'effet n'est pas appliqué. Et avec une transition de gris, sachant que la transition de gris fait office d'opacité. Donc plus le gris est clair, plus l'effet est appliqué, plus le gris est foncé et s'approche du noir, moins l'effet est appliqué. Ça veut dire que l'on peut travailler sur le masque de fusion pour définir à quel endroit va s'appliquer l'effet. Et donc ici, si je prends le masque de fusion et que je décide de le modifier, donc faites attention à ce moment-là de bien sélectionner la case du masque de fusion. Vous pouvez peindre en noir et en blanc dessus. Donc si jamais vous avez vos curseurs ici qui sont pas en blanc et en noir, vous pouvez appuyer sur D. La touche D va faire en sorte que vous ayez le noir et le blanc affichés. Et pour basculer de l'avant-plan à l'arrière-plan, donc échanger le blanc et le noir, vous pouvez appuyer sur X. Chaque fois que vous appuyez sur X, vous inversez le blanc et le noir. Donc si je veux par exemple enlever l'effet du réglage totalement moche qui est ici du centre de la photo, ce que je vais faire c'est que donc je vais prendre la couleur noire et je vais à ce moment-là prendre un grand pinceau. Donc ici par exemple pour étendre la taille de mon pinceau, j'appuie sur Alt, je fais un clic droit au niveau de la souris et je glisse de gauche à droite. Si vous glissez de bas en haut, vous changez l'effet d'opacité de la brosse. De gauche à droite, vous en changez la taille. Donc si maintenant je veux supprimer l'effet au centre, je vais simplement faire un clic et vous voyez que là maintenant la partie sur laquelle j'ai cliqué n'est plus affichée. Si je veux supprimer sur une plus grande partie, je n'ai qu'à peindre et à ce moment-là vous voyez que l'effet n'est pas appliqué au centre mais il est appliqué sur les bords. Et quand je regarde mon calque ici, mon calque de réglage, si vous voulez voir à quoi il ressemble également, vous faites Alt et vous cliquez dessus. Donc là vous voyez mon masque de fusion et vous voyez que le centre est noir avec un dégradé qui va vers le blanc à côté, ça veut dire que l'effet au centre n'est pas appliqué et progressivement vers les bords il commence à s'appliquer. Je fais Alt et je reclique dessus pour revenir et vous voyez que c'est exactement ce que j'ai ici au niveau de l'effet. Mon réglage de teinte saturation s'applique sur les bords mais pas au centre parce qu'au centre le masque de fusion est noir et quand je m'éloigne vers les bords progressivement le masque de fusion devient blanc donc l'effet commence à apparaître. Et bien entendu, c'est un élément super important quand on va appliquer des réglages, parce que parfois l'effet est trop fort à un endroit et pas assez à un autre, et le masque de fusion va nous permettre comme ça d'aller appliquer des réglages de manière très délicate à certains endroits, pas à d'autres, juste en travaillant sur le masque de fusion et en peignant avec du blanc et du noir. Voilà donc pour cette première vidéo consacrée à Photoshop. J'espère que je vous aurai un petit peu montré les quelques fonctionnalités de base que j'aurai besoin dans les futures vidéos. Je sais bien que cette vidéo ne va pas vous permettre de faire directement une retouche en Photoshop, mais malheureusement il n'y a pas moyen de faire autrement que d'expliquer certains éléments, parce que dans toutes les vidéos qui suivront, je parlerai de calque, je parlerai de masque de fusion, de calque de réglage, etc. Et donc c'était forcément un passage nécessaire. J'espère que j'aurai été clair au niveau de l'utilisation des calques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, je y répondrai bien entendu avec plaisir, et bien entendu dans les futures vidéos consacrées à Photoshop, mais forcément je redonnerai quelques explications, j'irai plus loin également parce que je n'ai pas couvert la totalité du sujet, mais au moins ici maintenant je sais que je suis parti sur une petite base. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Moi, j'y réponds toujours avec plaisir. Si vous avez des questions par rapport à des choses que j'aurais expliquées, n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas à partager ces vidéos, à les liker, à vous abonner à la chaîne, et également à activer les notifications ou à les partager sur les réseaux sociaux. Et sinon, moi, pour le reste, je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique.